2 frères sont morts, une famille est brisée. Pendant ce temps, leur grand frère Zakalara se produisait sur une scène à l'Ouganda. Quelques mois plus tard, leur frère monte sur scène à Internet s'enflamme. Très vite, une phrase a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, répétée, amplifiée, transformée, jusqu'à devenir presque une certitude pour certains. Il les a sacrifiés pour le succès. Une rumeur naît, aucun document, aucune preuve, juste des vidéos, des commentaires, des théories. Alors une question dérangeante se pose. Mais est-elle vraie ? Ou bien est-elle le produit d'une douleur collective, d'une incompréhension, d'une peur ancienne mêlée aux fantasmes modernes des réseaux sociaux ? Dans ce documentaire, nous n'allons pas accuser, nous n'allons pas blanchir, nous n'allons pas chercher le buzz, nous allons analyser, fait par fait, rumeur par rumeur, et à la fin, chacun sera libre de se faire sa propre opinion. Avant d'être au cœur d'une polémique, Zakalara est avant tout un artiste. Un jeune Congolais issu d'un milieu modeste, comme beaucoup d'autres avant lui, dans un pays où le talent est abondant mais où les opportunités sont rares. Il grandit dans un environnement où la musique est partout, dans les rues, dans les cérémonies, dans les fêtes familiales. Très tôt, il développe une sensibilité musicale. Il écoute, il observe, il imite. Il apprend sans école, sans moyens, mais avec une détermination qui ne se remarque pas encore. Ses premières années artistiques sont invisibles pour le grand public. Pas de grandes scènes, pas de contrats, pas de projecteurs, seulement des répétitions, des textes écrits tard le soir, des enregistrements improvisés, des clips tournés avec peu de moyens et partagés dans un cercle restreint. Comme beaucoup d'artistes africains, il ne connaît pas une ascension rapide, il connaît l'attente, les refus, les silences. Il se produit dans de petits événements, parfois sans être payé, parfois simplement pour se faire connaître. Il construit lentement une identité musicale, mélangeant son héritage culturel aux sonorités afrobeat et urbaines contemporaines. Progressivement, son nom commence à circuler, pas encore à grande échelle, mais suffisamment pour attirer l'attention d'un public jeune, connecté, actif sur les réseaux sociaux. Ses clips commencent à être partagés, ses refrains repris, ses vidéos commentées. Ce n'est pas encore la célébrité, mais ce n'est plus l'anonymat. Puis vient une période charnière, celle où tout s'accélère. En quelques mois, les chiffres augmentent, les vues, les abonnés, les invitations. Des concerts sont programmés hors du pays, des collaborations apparaissent, des médias commencent à parler de lui. Ce genre de progression rapide fascine autant qu'elle inquiète. Car dans l'imaginaire collectif, surtout dans certains contextes culturels, le succès soudain n'est jamais perçu comme neutre. Quand quelqu'un réussit lentement, on respecte l'effort. Quand quelqu'un réussit vite, on cherche une explication cachée. Les questions apparaissent. Comment a-t-il fait ? Qui l'aide ? Quel est le prix de cette réussite ? Sur les réseaux sociaux, ces interrogations prennent une autre forme. Elles ne sont plus posées, elles sont affirmées. Le succès devient suspect, la visibilité devient une preuve aux yeux de certains. Et chaque détail de sa vie commence à être analysé, interprété, parfois déformé. Zakalara devient un personnage public. Et comme tous les personnages publics, il cesse d'appartenir uniquement à lui-même. Il appartient désormais au regard, au jugement, aux projections. C'est dans ce contexte précis qu'intervient le drame. Un drame qui n'a, au départ, rien à voir avec la musique, rien à voir avec la scène, rien à voir avec la célébrité. Un drame familial, brutal, irréversible. 2 de ses frères perdent la vie dans un accident de circulation à Kinshasa. Un accident impliquant une moto. Un accident soudain, comme il en arrive malheureusement trop souvent. Les rapports disponibles parlent d'un accident de la route. Pas d'acte criminel, pas d'intervention extérieure, pas de scénario occulte. 2 vies fauchées, une famille plongée dans le deuil, pour les proches, pour les parents, pour les amis, il n'y a pas de débat, il n'y a que la douleur, le vide, l'incompréhension, mais à l'extérieur, sur Internet, une autre histoire commence déjà à s'écrire. Au moment exact de l'accident, Zakalara n'est pas à Kinshasa. Il se trouve à l'étranger, en Ouganda, pour un concert prévu de longue date. Il ne choisit pas ce timing.
Il ne contrôle pas cet événement. Il n'est pas informé immédiatement. Et pourtant, ce détail va devenir central. Des images circulent. Zach Alara sur scène. Zach Alara chantant. Zach Alara souriant. Pour certains internautes, ces images deviennent insupportables. Ils les regardent sans le contexte, sans la chronologie, sans l'information complète. Une question surgit, brutale, émotionnelle, déconnectée des faits. Comment peut-il chanter pendant que ses frères meurent ? Cette question ne cherche pas de réponse. Elle cherche un coupable. Et très vite, la rumeur trouve un terrain fertile. Ici commence réellement l'explosion numérique. Les réseaux sociaux ne fonctionnent pas sur la nuance. Ils fonctionnent sur l'émotion. Des phrases sont écrites, partagées, repostées. Elles ne viennent pas de journalistes. Elles ne viennent pas d'enquêteurs. Elles viennent de comptes anonymes, de fans choqués, de spectateurs en colère. Le succès demande toujours un prix. Rien n'est gratuit dans ce monde. On ne devient pas célèbre sans perdre quelque chose. Ces phrases sorties de leur contexte deviennent des accusations implicites, puis explicites. La mort n'est plus seulement une tragédie, elle devient une preuve imaginaire. Et Zach Alara, absent physiquement, devient présent symboliquement dans toutes les interprétations. C'est ici que nous devons nous arrêter un instant, car ce moment précis marque la frontière entre les faits et la rumeur, entre ce qui est confirmé et ce qui est supposé, entre la réalité et le fantasme collectif. Dans la suite de ce documentaire, nous allons analyser en profondeur comment ces rumeurs naissent, pourquoi elles prennent autant de force et ce qu'elles révèlent en faille de notre rapport au succès, à la mort et à la culpabilité. Mais avant cela, il faut comprendre une chose essentielle. Une absence n'est pas une preuve. Un silence n'est pas une confession et une rumeur n'est jamais un fait. Lorsque la nouvelle de l'accident commence à circuler, Internet entre dans sa phase la plus prévisible et la plus dangereuse, la réaction immédiate. Les premières publications sont sobres, des messages de condoléances, des prières, des mots de soutien à la famille, mais très vite, l'émotion brute laisse place à l'interprétation. Les réseaux sociaux ne supportent pas le vide. Quand une information est incomplète, elle est automatiquement remplie par l'imaginaire collectif. Et dans cette affaire, il y a un élément qui dérange profondément. Zach Alara est visible, actif, présent sur scène, pendant que le drame se déroule ailleurs. Pour beaucoup d'internautes, cette simultanéité est incompréhensible. Ils ne pensent pas en termes d'horaire, de décalage d'informations ou de contrats signés à l'avance. Ils pensent en termes émotionnels, ils projettent ce qu'eux auraient fait, ils projettent leur propre réaction à une tragédie. Et ils jugent à partir de cette projection. Très rapidement, des commentaires apparaissent. Pas comme des questions, mais comme des affirmations déguisées. Comment peut-on continuer à chanter quand sa famille est frappée par la mort ? Quel genre de personne fait passer un concert avant le sang ? Ces phrases ne sont pas des accusations juridiques, mais elles agissent comme telles dans l'opinion publique. Elles installent un doute. Et le doute, une fois installé, cherche une explication. C'est ici que la rumeur prend une forme plus sombre. Dans de nombreux commentaires, le succès de Zach Alara est directement relié à la tragédie. Non pas par des preuves, mais par une logique symbolique. Il réussit, il voyage, il monte sur scène à l'étranger, et pendant ce temps, la mort frappe sa famille. Pour certains esprits, cette coïncidence ne peut pas être accidentelle. Elle devient significative, elle devient suspecte. Des mots commencent à apparaître, des mots lourds, chargés culturellement, chargés historiquement. Sacrifice, prix à payer, donne aux forces invisibles. Ces mots circulent parce qu'ils existent déjà dans l'imaginaire collectif. Ils ne sont pas inventés pour Zach Alara, ils lui sont appliqués. Pour comprendre pourquoi ces accusations trouvent un écho, il faut regarder au-delà du cas individuel. Dans de nombreuses sociétés africaines, le succès rapide est souvent perçu avec méfiance. Pas parce que la réussite est condamnée, mais parce qu'elle est considérée comme anormale lorsqu'elle semble trop soudaine. Pendant des générations, la réussite, ça a été rare, difficile, lente. Lorsqu'un individu sort brutalement du lot, la communauté cherche une explication qui dépasse le simple travail. Le mystique devient alors un raccourci explicatif, une manière de donner du sens à l'inexplicable, une façon de rationaliser l'inégalité des trajectoires. Dans ce cadre culturel, le sacrifice n'est pas toujours compris comme un acte concret. Il peut être symbolique, il peut être fantasmé, il peut être projeté sans aucune base réelle, mais sur les réseaux sociaux modernes, ces nuances disparaissent. Le symbolique devient littéral, le fantasme devient accusation. Et la rumeur se nourrit aussi d'un autre élément, le silence.
Zakalara ne réagit pas immédiatement. Il ne publie pas de longs messages explicatifs. Il ne s'exprime pas publiquement dans les premières heures. Pour certains, ce silence est compréhensible. Pour d'autres, il devient suspect. Ils lui sont appliqués. Le silence est rarement interprété comme de la douleur. Il est souvent interprété comme de la culpabilité. Pourquoi ne parle-t-il pas ? Pourquoi ne s'explique-t-il pas ? Pourquoi ne se justifie-t-il pas ? Ces questions se transforment rapidement en conclusions hâtives. Pourtant, dans de nombreuses cultures, le deuil n'est pas un spectacle. Il est intime, il est silencieux, il est vécu loin des caméras, mais cette réalité culturelle entre en conflit direct avec la logique des réseaux sociaux où toute absence de communication est perçue comme un aveu. Plus la rumeur se répand, plus elle se transforme. Au départ, il s'agit d'une incompréhension émotionnelle. Ensuite, elle devient une suspicion. Puis elle se transforme en certitude pour certains. Des vidéos apparaissent, analysant son parcours. Des images sont sorties de leur contexte, des phrases sont montées, coupées, réinterprétées. Chaque détail de sa carrière est revisité. Chaque réussite devient une preuve rétroactive. Chaque silence devient un élément à charge, et pourtant à ce stade, rien de concret n'a changé. Les faits restent les mêmes, un accident, 2 décès, un artiste à l'étranger. Mais l'histoire racontée sur Internet est déjà très différente. Il est important de comprendre que la rumeur n'est pas toujours malveillante à l'origine. Elle naît souvent d'une incapacité à accepter l'absurde. La mort brutale choque parce qu'elle n'a pas de sens. Elle frappe sans prévenir. Elle ne respecte ni les efforts, ni la morale, ni la logique humaine. Face à cette absurdité, l'esprit humain cherche une cause, une raison, un responsable, et lorsque le hasard est trop difficile à accepter, le mythe prend le relais. Dans plusieurs pays africains, des artistes, des footballeurs, des entrepreneurs ont déjà été confrontés à ce type de soupçons. À chaque fois, le scénario est similaire, une réussite visible, un événement tragique dans l'entourage, une rumeur qui relie les deux. Très rarement, ces accusations reposent sur des preuves, mais elles reposent sur quelque chose de plus puissant, la peur collective. Peur de l'injustice, peur de l'inégalité, peur de ce que l'on ne contrôle pas. Dans ce contexte, Zakalara n'est pas seulement un individu, il devient un symbole. Le symbole d'une réussite rapide, le symbole d'un monde qui change, le symbole d'un succès qui échappe aux règles traditionnelles. Mais une question essentielle doit être posée. Une société peut-elle condamner sans preuve ? Peut-elle transformer une tragédie en tribunal populaire ? Peut-elle confondre croyance et réalité sans conséquence ? Car derrière les rumeurs, il y a des êtres humains, des parents endeuillés, un frère accusé, une réputation fragilisée. Et pendant que les commentaires s'enchaînent, la douleur, elle, ne disparaît pas. Elle se double simplement d'un soupçon public. Dans la prochaine partie, nous allons revenir précisément sur ce que disent tous les faits vérifiables, ce que montrent les documents disponibles, ce que les preuves permettent d'affirmer et surtout ce qu'elles ne permettent pas d'affirmer. Nous allons aussi nous pencher sur l'impact psychologique de ce type de rumeur sur un artiste en deuil, exposé en permanence au regard du public. Arrivé à ce stade, une distinction devient absolument nécessaire. La distinction entre ce que l'on croit et ce que l'on sait, entre ce qui circule et ce qui est vérifiable, entre la rumeur et le fait. Dans toute affaire sensible, surtout lorsqu'elle implique une mort et une personnalité publique, la confusion entre ces deux dimensions est souvent la source principale de l'injustice. Revenons donc aux éléments concrets.